C'est donc l'heure de l'hebdo africain. Dans la zone dite des trois frontières, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali, nous assistons souvent à des violences intercommunautaires. L'État a-t-il failli à sa mission pour que des civils aillent jusqu'à assurer la sécurité de leur cadre de vie? Comment ramener la paix dans ces localités en proie aux attaques menées par des groupes armés? Pour parler de tous ces points, comme tous les mercredis, nous sommes en direct de Dakar avec Bakary Samb. Il est le directeur de Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb. Bonjour. Alors pourquoi la résurgence des conflits communautaires en ce moment précis? Vous savez, cela fait partie d'une stratégie. Après l'intervention française au Mali dans le cadre de l'opération Serval, les groupes armés terroristes ont changé de stratégie. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus établir des réseaux, entretenir des circuits de circulation avec une logistique complexe. Ils ont attisé les conflits intercommunautaires. Mais aussi, cela est dû à la faillite des politiques sécuritaires qui, à défaut de pouvoir lutter contre le terrorisme, certains États ont actionné des milices d'autodéfense telles que Dan Ambassagou au Mali, au centre du Mali, mais aussi les Kogleogo qu'on voit s'activer au Burkina Faso, notamment dans cette région du Soum, de l'Oudalan, dans la région de Djibo et dans d'autres pays de la région. Ceci fait que il y a un double effet. D'un côté, le terrorisme qui menace la stabilité et la viabilité des États. De l'autre, les conflits intercommunautaires constamment récupérés et instrumentalisés par ces mêmes groupes-là pour affaiblir les États. Bakary Samb, presque tous ces pays partagent des liens socio-culturels sur lesquels parfois les groupes armés s'appuient pour se faire une certaine légitimité. Dites-nous comment ces violences intercommunautaires sont-elles instrumentalisées par les groupes terroristes? Je pense qu'ils ont joué sur la faillite des politiques sécuritaires et sur une malgouvernance sécuritaire, si j'ose dire. Lorsqu'on actionne une milice en disant que c'est pour combattre des terroristes, par exemple de la Katiba Massina au centre du Mali, et que finalement on en arrive à ce que ces groupes d'autodéfense assimilent Peuls et djihadistes ou d'autres ethnies, on aboutit à des confusions. Ces mêmes confusions qu'on a retrouvées au Burkina Faso avec le terrible massacre de Yorgou Fulbé, mais aussi aujourd'hui au Niger avec les récentes attaques dans lesquelles il faut voir les retombées, en tout cas les conséquences de ces problèmes insolubles sur le plan intercommunautaire opposant les Peuls, les Daousak et parfois les Touaregs dans les années 95-96 et aussi au Burkina Faso ou dans la province du Soum, dans le Sahel burkinabé, ces questions restent entières, sachant que pour ce cas du Burkina Faso, la prédication de Malam Dicko, qui est de Ansarul Islam, s'était constituée à partir de la récupération des frustrations des Peuls, la récupération des frustrations de communautés qui ne se sentaient pas aussi impliquées dans la construction de l'État-nation et dans la gestion du pays. C'est parce que aussi des fois ces ethnies, ces communautés se disent que l'État a failli à sa mission, l'État a déserté ces zones qui sont en proie à des attaques. Il est vrai, quand on regarde véritablement dans cette zone des trois frontières, qu'est-ce qui s'est passé? En partie dans certains moments, certains peuples se sont alliés, qui étaient dans le Mujao déjà, se sont alliés à la Katiba Massina, d'autres sont allés rejoindre Malam Dicko, et d'autres dans la région de Tillabéri ont pu grossir les rangs de l'État islamique au Grand Sahara, notamment avec Aboul Walid al-Sahraoui et Abdel Hakim al-Sahraoui, qui aujourd'hui joue véritablement sur cela. Le problème est que dans le Sahel, il faut sortir de certaines contradictions. On a, à un certain moment, donné la possibilité à certaines communautés, comme les Touaregs, après les rébellions au Niger, mais aussi avec la crise au nord du Mali, d'entrer dans un processus de négociation et de discussion en considérant leurs revendications, mais d'autres communautés comme les Peuls, malheureusement, sont encore écartées de ces processus-là, avec un jeu malsain, les
les assimilant ipso facto à des djihadistes, et ce qui a causé ces problèmes qu'on a vus entre les Djina Dogons et les Dogons et les Peuls, alors que originellement au centre du Mali, les Dogons et les Peuls ont entretenu des relations paisibles, beaucoup de Dogons même, par le Peul. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est la cause de la faillite des politiques sécuritaires, des choix politiques qui ont été contradictoires de la part des États de la région, et il faut naturellement en sortir pour que la stabilité puisse revenir dans cette région. Bakary Samb, on ne le dira jamais assez, la riposte, elle ne sera pas que militaire, nous avons l'habitude de le dire. Quelles sont également les solutions à préconiser? Absolument. L'approche militaire sert certes à gagner la guerre contre le terrorisme, et ce n'est pas encore gagné, mais elle ne permet pas de gagner la paix avec les populations locales. Je crois qu'il faudrait actionner des mécanismes traditionnels. Vous savez qu'au Mali, une étude faite révèle que seuls 22% se réfèrent aux tribunaux classiques de l'État, et qu'il y avait d'autres mécanismes de résolution de conflits. Je pense qu'il faut les activer au niveau des leaders communautaires, au niveau des leaders religieux. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui dans le bassin de lac Tchad, malgré la recrudescence des attaques, avec cette stratégie de communication qui inclut ces leaders communautaires-là, qui se base sur ces rapports et ces mécanismes, commence à donner des résultats, en tout cas des pistes de réflexion qui devraient naturellement inspirer le Sahel, notamment avec la communauté internationale qui, je le pense, de plus en plus, doit intégrer dans sa stratégie de réponse ce qu'on appelle les stratégies civilo-militaires, afin de rompre avec le tout militaire qui, jusqu'à présent, n'a pas pu régler ces conflits au Sahel. Et la place de l'éducation dans tout ça, on le note dans ces zones, souvent, il y a l'absence, l'école n'est plus présente, beaucoup de comment dirais-je, de jeunes sont alors recrutés par les terroristes souvent. Il est vrai qu'au nord du Burkina Faso, que dans le Sahel burkinabé, on nous parle de plus de 8000 écoles, et même fermées, des déplacés massifs, dans des zones où les populations ne reconnaissent pas forcément les frontières, parce qu'avec des continuités culturelles, justement, au lieu de laisser ces continuités culturelles, au lieu de laisser cette transfrontalité constituer une menace, il faudrait peut-être voir dans quelle mesure les interactions culturelles, les brassages qui font les gens dans cette région-là. L'Afrique de l'Ouest était la région la plus paisible du continent, et je pense qu'il y avait un fondement culturel, un fondement de partage de valeurs et de culture, et justement là l'éducation pourrait véritablement jouer un rôle très important dans la valorisation de ces héritages conjugués, dans la valorisation des stratégies endogènes, mais aussi remettre l'école qui est au cœur du dispositif de la construction des nations. À mon sens, je le crois et je l'affirme tout le temps, l'éducation reste une arme de construction massive de citoyenneté et d'inclusion sociale. L'éducation, une arme pour faire face au terrorisme. Merci Bakary Samb d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que l'Hebdo africain se tient dans le cadre d'un partenariat avec le Timbuktu Institute de Dakar que vous dirigez. Merci, merci et bonne journée. Merci de votre invitation. Voilà, l'info se poursuit sur Médian TV. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.